En plein cœur des montagnes de Nouvelle-Guinée-Papouasie, la tribu des Houlis vit encore selon des coutumes ancestrales. Ces images sont rares, d'autant que ce mode de vie tend à disparaître chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Après 2 ans d'initiation par les anciens du village, les jeunes hommes se voient couper les cheveux très courts lors d'une cérémonie au rituel codifié. Sans leur coiffe, les jeunes adultes ont désormais le droit de se marier. Pour fêter ce nouveau statut, les Houlis entament une danse millénaire. Pour le chef du village, cette tradition est en danger. Les jeunes portent des rastas, se coupent les cheveux n'importe comment. Le monde change et je ne peux pas prédire l'avenir. Nous faisons de notre mieux pour préserver notre culture, mais notre identité disparaît. Je ne sais pas où ça va aller. La crainte de ce chef Houli, l'exploitation intensive de la forêt du pays par des compagnies internationales. Depuis plusieurs années, chaque jour, des milliers de tonnes de bois exotiques sont arrachés à la forêt pour être vendus ensuite à l'étranger, sans que les habitants des zones exploitées en bénéficient. Ils ont exploité toutes nos terres. Mais il n'y a pas eu de développement ici, rien du tout. Pas d'hôpitaux, pas de routes. Ces compagnies ont pris nos arbres, mais ils ne nous ont rien apporté. Ils ont tout détruit. Une forêt détruite, une forêt qui se réduit comme peau de chagrin, et avec elle, toutes les traditions ancestrales papoues. Symbole de cette destruction, ce navire chargé de milliers de troncs d'arbres en partance pour l'Europe. La Nouvelle-Guinée-Papouasie est entrée dans une nouvelle ère, pour le meilleur et pour le pire. Avant d'attirer les investisseurs du monde entier, la Nouvelle-Guinée au nord de l'Australie fut longtemps un bout du monde très isolé. La partie orientale de l'île devint membre du Commonwealth en 1918. Indépendante depuis 1975, c'est une monarchie parlementaire dont le chef de l'État est encore symboliquement Élisabeth II, reine d'Angleterre, ici en visite en 1977. Un peu moins grande que la France, c'est une terre de volcans, une terre principalement montagneuse, recouverte de forêts vierges à perte de vue. Des poumons verts qui abritent une faune et une flore d'une rare diversité. Un paradis pour les randonneurs venus du monde entier. L'écrasante majorité des 8 millions d'habitants du pays est papoue et vit encore dans les terres, principalement de l'agriculture. Fuyant la misère des campagnes, les jeunes ruraux sont de plus en plus nombreux à venir s'échouer en ville. Sans emploi, désœuvrés, ils viennent gonfler les rangs des gangs locaux. Résultat, l'année dernière, Port Moresby a été classé 2e des capitales les plus violentes au monde, derrière Caracas au Venezuela. Ici, la police mène une guerre sans merci contre les rascols, les gangs violents des bidonvilles. On ne rentre plus dans ce quartier. Jack est un de ces chefs rascols. On lui a tiré dessus 9 fois, il n'est jamais mort, donc on l'appelle bulletproof, à l'épreuve des balles. Lui et ses hommes font régner la terreur avec des armes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Je peux en faire à 2 canons et 5 coups, 6 coups. Le pays ne compte plus les attaques violentes, les vols de voitures avec armes ou encore les braquages. Ils tirent sur les gens. Parfois, ils ont des couteaux et ils les poignardent. Si la Nouvelle-Guinée-Papouasie est aussi violente, c'est notamment parce que la richesse y est très mal répartie, alors que son sous-sol regorge d'or, de cuivre, de zinc, de pétrole et de gaz. Grâce à ces richesses, le pays connaît depuis 10 ans un boom immobilier inégalé et l'émergence d'une riche bourgeoisie. Parmi elles, certains cassent les codes et les clichés comme Jessie, gérante d'une boîte de nuit à succès.
On ne vit pas tous dans des villages avec des huttes. On ne porte pas tous des vêtements traditionnels. Extrême richesse, extrême pauvreté, violence endémique et traditions ancestrales qui disparaissent. Enquête exclusive au paradis perdu de Nouvelle-Guinée-Papouasie. À quelques centaines de mètres des rives paradisiaques de Port Moresby, la capitale, braquage dans une épicerie indienne. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Un hold-up. Un hold-up dans la zone où on est. Il faut faire vite. Selon les dernières informations, 2 braqueurs sont partis se cacher dans le secteur. Nous entrons dans le bidonville où ils se seraient repliés. Les policiers connaissent bien le terrain. Ils sont Ils sont là-haut, au même endroit. au même endroit? Oui, au même endroit, où on est venu la dernière fois. Ok, on se sépare maintenant. Les policiers tentent de prendre à revers les voleurs. Vérifiez à l'intérieur. Le lieutenant David fouille les casemates de tôle une à une. Il n'y a personne ici. Après quelques minutes, son coéquipier finit par trouver un homme. Rien n'indique qu'il est impliqué dans le braquage, pourtant les policiers l'arrêtent sans ménagement. Ne bouge pas. Laissez-moi partir. Ici, pas de présomption d'innocence ni de respect basique du suspect. Il est maintenu au sol à coups de rangers. Il était où? Juste là, à l'intérieur. En guise de menottes, les policiers utilisent une laisse pour chien. On l'emmène. On va l'interroger pour qu'il nous donne les autres. Il connaît les autres. C'est un gang. Il sait où ils habitent et où ils emmènent l'argent. Même devant notre caméra, les policiers n'hésitent pas à frapper sans raison le suspect. Parfois, enfin souvent, la police de Papouasie tire sur les gens. S'il avait continué à courir, je lui aurais tiré dans la jambe. À terre! Baisse-toi! Baisse-toi tout de suite! On a réussi à en attraper un. C'est une bonne chose. On est content. Face contre terre! Tu ne t'assieds pas! Reste comme ça! Les policiers veulent identifier formellement l'homme arrêté. À leur arrivée à l'épicerie qui s'est fait braquer, le gérant est sur ses gardes. Les attaques de commerce par des policiers corrompus sont légion ici. Viens me voir, on doit parler. On n'a pas trop envie d'ouvrir. On ne va pas vous voler. L'un de vous doit venir identifier l'homme qu'on a arrêté. Un employé finit par sortir. Il va être confronté au suspect. Je me tenais là. Ils ont sorti leurs armes. Très proche de la scène, son témoignage va s'avérer capital. Mais surprise. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Non. L'employé est formel, le suspect interpellé et violenté est innocent. Malaise, silence gêné, les policiers veulent malgré tout vérifier que l'homme qu'ils ont arrêté est vraiment hors de cause. Ils demandent à visionner les images de vidéosurveillance. Tu vas voir. Il y en a un qui va sortir un couteau et l'autre une arme à feu. Celui-là, avec des rastas. Oui, celui-là avec le t-shirt blanc. Le deuxième n'a pas de rasta. Et il a un t-shirt noir. La vidéo confirme le témoignage de l'employé. Les policiers ont bel et bien commis une bavure. Le suspect est libéré. On lui enlève ça. Pas question de compensation, ni même d'excuses. Vas-y, lève-toi. Assieds-toi sur la banquette. Le suspect n'obtiendra qu'un peu d'eau pour rincer sa bouche ensanglantée. Quant au vrai braqueur, il court toujours.
Ces voleurs armés qui font régner la terreur, nous avons pu exceptionnellement en rencontrer dans ce bidonville sur pilotis. À l'origine, Anoa Bada est un ancien village de pêcheurs. Avec l'exode rural massif de ces dernières années, il a grossi jusqu'à atteindre 15 000 habitants. Abandonné de tous, le quartier s'enfonce chaque jour un peu plus dans la misère et la violence. Une zone de non-droit où la police ne rentre plus depuis 2 ans déjà. C'est la base arrière de Jack, l'un des plus importants chefs mafieux. Après plusieurs semaines de contacts répétés, il a finalement accepté de nous parler sans détour. Si on monte un coup, il faut d'abord voler une voiture pour le faire. On dit à un jeune d'en trouver une. Il fait un carjacking. On l'amène ici, dans un endroit sûr. On change les plaques. On prépare le matériel, comme les armes et tout ça. On discute du plan, où et comment l'exécuter. Le coup part d'ici, on le fait et on revient ici. Avec son look de bon père de famille, il peut sembler inoffensif, mais il ne faut pas s'y fier. Son pédigré est étoffé. Premier braquage d'un automobiliste à 16 ans, puis les attaques vont s'enchaîner. Dans le campement pourrissent un peu partout les voitures volées qui ont servi au braquage de Jack et ses hommes. Ce jour-là, le chef du gang a une affaire à régler. Une de ses spécialités, moins risquée que les attaques à main armée, le vol de voitures de luxe. On va essayer de voler un Toyota Land Cruiser, 5 portes. Le propriétaire le gare à la marina. Il vit sur un yacht. Il dort dedans. Le matin, il part au travail. Jack a déjà fait refaire un double de clé. Ne lui manque plus que de faux papiers. Au fil des ans, le chef de gang a su développer un réseau de complices très efficace. Vous allez voir un de vos hommes? Oui. Il va nous donner les photos de notre cible. Oh, Teddy, je veux les photos. On la vole et on la met dans un garage sûr. Quand l'acheteur est OK, on utilise notre réseau dans les compagnies d'assurance pour refaire les papiers. Il change les papiers, ça a un coût, mais après le véhicule lui appartient. Combien vous pouvez la vendre? On peut la vendre pour, si c'est une vente rapide, 14 000 €, parce qu'elle est d'occasion. C'est assez sûr, et le risque de se faire tirer dessus est de 0. Pour rester discret et éviter les contrôles, Jack vit toujours dans le quartier pauvre de Kigari, au nord-est de la ville. Là, c'est ma maison. Voici ma famille. Ma mère, enfin, celle qui s'est occupée de moi. Ce n'est pas ma mère biologique, mais elle s'est occupée de moi. Ma sœur, une autre sœur, une tante, la sœur de mon père. Vous êtes fier de votre fils? Oui, je suis fière de lui. Pourquoi? Parce que je me fais vieille, et lui aussi, mais il prend soin de moi. Chef d'un gang criminel, Jack est aussi soutien de famille et aime donner l'image d'un défenseur de la veuve et l'orphelin. Quand vous étiez enfant, quel était votre rêve? Je voulais devenir avocat. À cause de mon histoire familiale, mon père était un criminel. Je me suis donc concentré sur mes études pour devenir avocat. Je voulais rendre justice aux gens de mon quartier, à ceux qui subissent autant d'injustices.
Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas pour moi, mais pour l'avenir de mes enfants. À défaut d'haranguer les prétoires, Jack s'est spécialisé dans le crime. Pour monter ses opérations, le chef de gang a besoin d'armes. Et pour ça, il a un fournisseur maison. J'utilise un morceau de tube en acier. Je vais l'assembler et tu vas voir. Cet armurier, que nous appellerons John, exerce ses talents depuis 28 ans. C'est la première fois que le gang de Jack accepte qu'il soit filmé. Il ne travaille que pour les rascols. Quand les gars cherchent une arme, ils viennent et je leur fournis. Ils font des hold-up, des cambriolages, des vols de voitures. John fabrique en moyenne une arme par mois. Si ses outils et sa technique sont pour le moins rudimentaires, une certitude, le produit fini est très efficace. Ces armes tuent parfois des policiers? Oui, oui. Là, je mets la cartouche, je le remets comme ça, je le revisse, j'arme, et voilà. C'est prêt. Vous mettez quoi comme munitions dedans? Des cartouches de chasse. Et comment vous les trouvez? C'est la police municipale. Je leur demande, je leur donne de l'argent et ils m'en donnent. C'est dangereux parfois? Ça peut exploser? Non, ça marche, normalement. Combien de temps il faut pour en fabriquer une? Environ 1 heure, c'est tout. Je peux en faire à 2 canons et 5 coups, 6 coups. Je peux le faire. Pour moi, c'est très simple. Je n'en fabrique pas beaucoup, c'est dangereux. Les acheteurs viennent les prendre et c'est tout. Je ne fabrique qu'à la demande. Une activité très risquée pour John. Si la police l'arrête, il encourt 10 ans de prison. Combien coûte une arme comme celle-là? Celle-là vaut 260 €. Un prix élevé car se procurer des armes ici est particulièrement difficile. À l'autre bout du pays, Goroko, à 420 km au nord-est de Port Moresby. Ici, chaque mois de septembre depuis les années 50, se tient un festival où se réunissent des représentants de 70 tribus. Le pays en compte 800, pour autant de langues, soit 10% de toutes les langues parlées sur la planète. Une richesse culturelle unique au monde. Pendant 2 jours, hommes, femmes et enfants venus parfois de très loin exposent au public leurs chants et danses traditionnelles, maquillés de peintures de guerres ancestrales. On décore les masques avec de grandes dents, de la peinture, des yeux exorbités et un gros nez pour faire peur. Comme si nos ancêtres revenaient sous forme d'esprit. En portant ce masque, je montre ma culture et je la transmets aux enfants. Les enfants de mon village doivent porter ce masque, sinon notre culture va mourir. Il faut continuer de le porter. Rendez-vous culturel, cet événement pacifique a aussi pour but de conjurer la violence de ces sociétés où les guerres ethniques sont encore bien réelles. Des conflits où les protagonistes ont désormais troqué les arcs et les flèches pour les armes à feu. Le dernier en date, le 10 juillet 2019, a fait 32 morts, dont 9 enfants, entre 2 tribus du nord du pays. Cette violence tribale endémique s'expliquerait aussi par la disparition rapide des traditions locales. Nous, les anciens, on vient ici et on observe qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne suivent plus les traditions. Ils ne trouvent plus de plaisir dans la vie qu'on leur propose, avec son histoire et ses coutumes.
Si les enfants ne font rien, alors ils vont se mettre à voler, à traîner dehors. Et ce ne sont pas de bonnes habitudes. Donc on les incite à garder nos traditions, à venir ici, à danser et à gagner un peu d'argent. Depuis quelques années, le festival est devenu un moyen de subsistance pour ces tribus. Conservatoire des traditions, c'est aussi désormais un rendez-vous artificiel pour touristes fortunés en mal d'exotisme. Entre l'avion depuis la capitale, 2 nuits d'hôtel minimum et l'accès au festival, il faut compter au moins 1 000 € par personne. La seule entrée sur le site coûte 150 €, inabordable pour l'immense majorité des habitants du pays qui doivent rester à l'extérieur de l'enceinte. Là, pour rentrer en même temps que les groupes, c'est trop cher. C'est pas bien qu'on reste dehors, alors que les touristes sont à l'intérieur. Clou de ce spectacle folklorique, les Mudmen, ou Ombu. Non, attendez pas là. On est les hommes bout. On apprécie beaucoup. Tous ces gens sont tellement beaux. J'aime ce genre d'événement. J'adore l'énergie, les couleurs. J'aime surtout les gens qui font des choses pas seulement pour les touristes. Un regard naïf sur ce rassemblement où tout s'achète. Photos, armes traditionnelles, poteries et sculptures, dont le best-seller, ces figurines de Mudmen en argile. 13 € pour 2. Lequel tu veux? Tout a un prix. Même nos questions sont payantes. Si vous voulez nous poser d'autres questions et nous filmer, il va falloir payer maintenant. Oui, vous nous donnez au moins 2-3 € parce que vous posez beaucoup de questions. À 13 h, les locaux peuvent enfin assister au festival à tarif réduit. 3 € le billet. Et pour les pickpockets, la possibilité de faire de bonnes affaires. Vous avez volé combien? On a récolté environ 125 €. 125 €, soit quasiment un mois de salaire ici. De l'argent facile dans ce coin reculé où, sans emploi, de nombreux papous ne font que survivre. Après le festival Sing Sing, nous avons poussé notre voyage au cœur même des montagnes du pays. Ici, la forêt vierge couvre près des 3/4 du territoire et recèle de trésors naturels sans équivalent. 20 000 variétés de plantes, 3 000 familles d'insectes, plus de 800 espèces d'oiseaux, dont le fameux oiseau de paradis, ainsi que de très nombreuses chauves-souris. C'est aux marges de ces paysages époustouflants que vivent les Mudmen, les célèbres hommes bout. Nous sommes au village d'Azaro. Jim est le chef de cette communauté de quelques centaines de personnes. Au quotidien, pas de masque ni de boue sur le corps. La tradition aujourd'hui pour eux, c'est avant tout du folklore qu'ils vendent aux touristes. On peut le vendre 50 € si les touristes veulent l'acheter. Je mets des dents de cochon. Ça me prend un jour pour finir le masque. Quand les touristes viennent, on danse pour eux et on gagne de l'argent. S'ils ne viennent pas, on ne fait pas de danse et on ne gagne rien. Ici, tout le monde travaille pour les touristes. Sans pension de retraite, les seniors, eux aussi, tentent de gagner quelques euros. Hormis ces maigres revenus, les Mudmen ne survivent que grâce à la terre. Au village, on plante toujours des patates douces car un sac vaut entre 13 et 18 €. Vous voyez là, il y a une patate douce. Mais elle n'est pas encore prête. Une culture rentable, dont le surplus sera vendu au marché de Goroka. Pas de quoi permettre aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école ou de s'acheter des biens de consommation courante.
Comme la majorité des villages papous, Azaro n'est pas relié à l'électricité ni à l'eau potable. Pour joindre les deux bouts, le village a développé une autre activité, une activité illégale. Un peu à l'écart, Jim nous emmène vers cette petite case. Ici, on fabrique de l'alcool. Ces bananes sont mûres et ces citrons aussi. En charge de la fabrication, Eric nous explique sa méthode. En bas, c'est pas assez chaud, donc je mets le seau sur le toit. Il fait beaucoup plus chaud en hauteur et l'eau s'évapore. Un système D ultra artisanal. Tu vois, c'est ce jus-là que je vais chauffer ensuite. Artisanal mais très efficace. Avec son alambic fait maison, Eric réussit à obtenir un alcool extrêmement fort, entre 60 et 70 degrés. Parfois, les gens peuvent devenir violents à cause de ça. Oui, ils se battent. Certains même mettent le feu à leur maison. Cet alcool, ça rend fou. Certains tuent leurs femmes ou leurs enfants. C'est trop fort? C'est du bon alcool, mais c'est trop fort. À 4 € le litre d'alcool de banane, le petit trafiquant ne roule pas sur l'or. Alors pour compléter ses revenus, il a aussi développé un business encore plus risqué. La culture du cannabis. C'est un très bon business. Ça vaut de l'or pour nous. La police ne doit pas le voir. C'est trop dangereux. Si on est pris avec ça, on va en prison pendant 5 ou 10 ans. Des risques importants pour survivre au quotidien. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, peu échappent à la misère. Seule une infime minorité profite des richesses du pays. Retour à Port Moresby. Nous sommes au Gold Club, la plus grosse boîte de nuit de la capitale. Ici, la jeunesse dorée et les expatriés viennent faire la fête sur des standards de house music occidentale. Sur le dance floor, des femmes. Aux platines, encore des femmes. Et pour gérer le tout, Jackie, la manager, très fière de son établissement. C'est l'endroit où il faut être. On peut croiser tout le monde. Vous pouvez rencontrer le Premier ministre comme votre voisin de palier. Tout le monde est là pour s'amuser, se relaxer et passer du bon temps. Tout le monde peut s'amuser, tout le monde, enfin pas vraiment. À 7 € l'entrée et 4 € le demi de bière, le Gold Club est réservé à l'élite du pays. Gardé par de nombreux agents de sécurité, l'établissement est un îlot de tranquillité, loin de la violence qui gangrène la capitale. On est heureux de pouvoir montrer une autre image de la Papouasie aux étrangers. On ne vit pas tous dans des villages avec des huttes. On ne porte pas tous des vêtements traditionnels avec le visage peint. À l'étage du dessous, Jackie nous montre la poule aux œufs d'or du club, les machines à sous. Hey Jackie, comment ça va? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Ce sont mes clients réguliers. Ils aiment venir ici et passer un beau moment. C'est comme Las Vegas. C'est comme Las Vegas. Mais ici, on connaît les gens. Jackie soigne ses habitués, et pour cause. Grâce à une cinquantaine de machines, chaque soir, le Gold Club engrange des milliers d'euros. Salut les gars, bonne chance avec les machines. Jackie n'est pas propriétaire du club. Elle travaille pour Yanis Nicolaou. Cet immigré grec est arrivé dans le pays sans diplôme et sans un sou en poche à l'âge de 18 ans. 35 ans plus tard, il est aujourd'hui à la tête d'un empire de la nuit florissant. Le lendemain matin, Yanis accepte notre interview et nous donne rendez-vous à la marina où il a ses habitudes. Ce petit port abrite les plus beaux voiliers et yachts du pays. À lui seul, Yanis en possède 5. Ça, c'est un de mes bateaux.
Et il coûte combien ce bateau? Environ 300 000 euros. Un autre de ces bateaux, celui qui sert à emmener en balade ses clients les plus fortunés. Quel est le prix approximatif de ce bateau? Pour ce bateau, ça doit être 1,2 million. Yanis est devenu multimillionnaire grâce à son travail, mais aussi parce qu'il fut un des premiers occidentaux à venir faire du business à Port Moresby. À l'époque, tout était à faire. C'est nous qui avons développé ici les machines à sous. Notre licence nationale d'exploitation porte le numéro 001. Donc on est les premiers à avoir eu les machines. Et maintenant, on est à la tête de la plus grosse salle de machines à sous du pays. Si on suit son rêve ou son but, ça se réalise. Le succès à Port Moresby ne serait donc qu'une question de volonté. Mais lorsque nous évoquons la corruption rampante ici, Yanis est tout de suite beaucoup moins à l'aise. On a lu dans les journaux qu'il y a de la corruption. Oui, ce n'est pas vraiment à moi de faire des commentaires sur la corruption. Je pense que ça pourrait nous attirer des problèmes. Chaque année, la Nouvelle-Guinée-Papouasie est classée dans le top 10 des pays les plus corrompus de la planète. Symbole de ce fléau, ce bâtiment d'architecte autrichien renommé qui a coûté plus de 30 millions d'euros. Une folie des grandeurs inaugurée en 2018 pour accueillir le sommet de l'APEC, l'organisme de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Pour y conduire les 21 chefs d'État de l'organisation, le gouvernement du Premier ministre, Peter O'Neill, a acheté sur fonds publics des dizaines de Maserati. Coût pour le contribuable, près de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, le bâtiment est vide. Quant aux voitures de luxe, plus personne ne les a vues depuis cet événement. Après enquête, nous finissons par apprendre qu'elles dormiraient dans ces hangars non loin. À notre arrivée, le garde nous confirme leur présence derrière ces grilles. Elles sont où les Maserati? À l'intérieur du bâtiment. Si on vous donne 25 ou 50 euros pour les voir? On va voir. Ironie de l'histoire, c'est en le corrompant, lui et son collègue, que nous allons pouvoir filmer discrètement ces voitures. 80 euros et on ne reste que 5 minutes. Ok, passez par la porte principale. À l'intérieur, 40 Maserati flambant neuves à 200 000 euros l'unité. 40 bolides qui prennent la poussière depuis plus d'1 an. L'achat de ces voitures a fait scandale dans ce pays rongé par la misère. Mais rien n'a changé. Non seulement le ministre responsable de cet achat n'a pas été inquiété, mais il est même resté en place. S'il avait été condamné, ce ministre serait sans doute passé par la plus grande prison du pays. Le centre pénitentiaire de Bomana, à quelques kilomètres de la capitale. Ceux qui portent un uniforme doivent venir au poste de sécurité. Quand vous entendrez votre nom, rendez-vous au poste de sécurité. Sous ces baraques de tôle rouillée, violeurs, meurtriers ou rascol-braqueurs cohabitent sans distinction de crime. Ici, l'administration sépare uniquement les condamnés de ceux qui attendent leur procès, comme cet homme, présent derrière ces grilles depuis 1 an déjà. Meurtre. Pour meurtre? Ouais. Dans cette prison, on manque de tout. Manque de moyens, manque de personnel, seuls 4 surveillants non armés pour 600 détenus. On travaille comme ça, sans armes. On utilise la parole et notre cerveau pour les calmer. Et comment faites-vous pour les contenir sans armes? Il y a une alarme là. Quand on ne peut plus contenir un groupe, on appelle du renfort. Avec l'alarme, le renfort arrive et nous soutient dans notre travail. Mais les renforts, ces 4 gardes, n'y font que rarement appel. Anciennement prison la plus dangereuse du pays, Bomana a vu sa situation s'améliorer depuis 5 ans. Pour s'acheter la paix, la nouvelle direction a demandé aux prisonniers eux-mêmes
de gérer leur sécurité. En échange, ils ont obtenu plus de liberté à l'intérieur du site. Un donnant-donnant qui semble marcher. C'est un de nos chefs ici. Chaque baraquement a son chef de la sécurité. Dans celui-ci, le boss, c'est Joe, 45 ans. J'ai grandi en prison. Depuis l'âge de 11-12 ans, j'ai fait des séjours ici. Différents séjours pour différents crimes. Vol à main armée, braquage et même meurtre pour le dernier en date. Condamné à 25 ans de prison, Joe va encore rester ici jusqu'en 2025. Son quotidien, cette baraque dortoir au confort très rudimentaire. Ici, c'est mon espace. C'est mon coin. C'est là que je dors. Je n'ai pas de couverture pour dormir. Quand le climat est vraiment très chaud, la planche est brûlante. Quand le climat change, le vent entre et ça me rafraîchit. Mais quand il fait trop chaud, je dors par terre, sur le ciment. Vous êtes combien dans ce bâtiment? Ce bâtiment, il est prévu pour 42 personnes. Mais parfois, c'est surpeuplé. Ça peut monter à 53, 56. Ici, les prisonniers n'ont pas de matelas pour dormir, pas de télévision, pas de téléphone, sauf pour certains privilégiés comme Joe. Vous avez un téléphone portable? Oui, j'en ai un. On peut le voir? Oui. Regardez. Donc c'est possible? C'est possible. Avec un peu d'argent, un peu de corruption, les prisonniers arrivent parfois à améliorer leurs conditions de détention. Mais gare à ceux qui se font prendre à ce petit jeu. Derrière ce rideau de fer, le mitard. Dans ce tout petit espace, les détenus passent entre quelques semaines et quelques mois sans aucune possibilité de sortir. Regardez comme c'est ici. Il n'y a même pas d'eau courante. Ces hommes sont tous là pour la même raison. Ils ont enfreint une des règles de la prison. L'incident est arrivé à cause de l'alcool. À l'intérieur de la prison, il y a de l'alcool? Oui. Et comment vous arrivez à trouver de l'alcool, des téléphones, enfin toutes ces choses? C'est une bonne question. C'est un peu confidentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Le détenu est prudent. Un gardien se tient juste dans notre dos. C'est facile de payer les gardiens? Oui. Ils prennent l'argent et vous le donnent? C'est comme ça que ça marche. Oui. Après des années d'enfermement et d'isolement, l'administration pénitentiaire autorise parfois les détenus à sortir en semi-liberté. Nous sommes au marché central de Port Moresby. Ce matin, des prisonniers sous haute surveillance vont en nettoyer les abords. Écartez-vous, faites de la place, faites de la place. Tous les prisonniers ne participent pas à ces travaux d'intérêt généraux. Condition requise, être méritant, mais aussi être en fin de peine. Ils n'ont que quelques mois avant leur sortie. Ils ont fait le plus dur. Avant de penser à s'échapper, ils vont se dire « Il me reste que quelques mois, donc je n'ai pas besoin de m'échapper ». On ne choisit pas les prisonniers condamnés à vie. Car s'ils venaient ici, ils tenteraient de s'échapper. Ces prisonniers dans la rue, un événement insolite qui attire de nombreux badauds. Parmi eux, certains ont de bonnes raisons d'être là. C'est la seule chance pour les familles de voir les prisonniers. On peut les voir et leur parler. L'occasion de retrouvailles touchantes et parfois étonnantes. Ce détenu n'a pas vu ses filles depuis 9 ans. Au vu de son passé criminel, on s'étonne même qu'il les voit encore. Et c'est mes 2 filles. Elles étaient petites quand je les ai laissées. Ça fait combien de temps que vous ne les avez pas vues? Environ 9 ans, depuis que je suis en prison. Elles étaient très jeunes.
Et pourquoi vous êtes en prison? J'ai tué ma femme, leur mère. Pourquoi avez-vous tué votre femme? C'était une erreur. Pour la famille, des moments toujours éprouvants. C'est très dur de s'occuper des enfants. On n'a pas le temps d'aller le voir. Notre seule chance, c'est qu'ils viennent ici. Des histoires comme celle de ce père meurtrier, la Papouasie ne les compte plus. Ici, les femmes payent un tribut particulièrement élevé à la violence des hommes. 80% d'entre eux admettent frapper régulièrement leurs épouses et une femme sur deux serait victime de viol durant sa vie. Mon mari était jaloux. Il a pris une pierre et m'a frappé la jambe. Après, il est sorti. Il est devenu fou. Il a pris cette barre en fer. Il est venu et il a essayé de me taper. J'ai crié et j'ai été me mettre à l'abri derrière ma mère. Lydia, 20 ans, se rend cet après-midi à l'Armée du Salut, un des rares centres d'accueil pour femmes violentées du pays. Elle vient y chercher une aide médicale, mais aussi et surtout un refuge. Ça vous fait mal? Oui, j'ai mal. Il l'a frappé dans le dos aussi, avec la barre en fer. Tu as l'impression que ton os est cassé ou pas? Je ne sais pas. Bon, demain, on va s'occuper de toi à la clinique. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ils doivent fermer, là. Tu penses que tu vas pouvoir dormir une nuit ici? Ça va aller? Oui, ça va aller. Quand vous retournez chez vous, vous ne dites rien à personne. Vous ne dites surtout pas où elle est. Non, on ne dira rien. Vous avez des amis qui ont déjà été battus par leur mari? Ça arrive souvent? Oui, c'est fréquent. Cette nuit, Lydia et sa petite fille seront enfin en sécurité. Le lendemain, après avoir reçu des soins, la jeune femme a le courage d'aller porter plainte au commissariat de son quartier. Ici, les cas comme ceux de Lydia sont très fréquents. Cette femme, avec son enfant, a elle aussi été battue le matin même. Elle porte sur son visage les stigmates de la violence de son mari. La première fois qu'il l'a frappée, c'était au niveau des hanches. Elle était enceinte à ce moment-là. Aujourd'hui, il l'a frappée au visage. Il a pris une pierre et il lui a tapé la tête avec. Ses frères sont arrivés, ils ont réussi à contenir son mari. Elle a pu s'enfuir. De son côté, Lydia est enfin reçue dans un bureau spécialement dédié aux violences domestiques. Vous voulez porter plainte ou pas? Oui, c'est pour ça qu'ils nous ont envoyés ici, pour que je puisse tout vous raconter. Je vais d'abord prendre votre déposition. Lydia verra-t-elle sa plainte aboutir? Peu probable. L'année dernière, l'instruction de plus des 3/4 des dossiers de violence conjugale n'a rien donné. Retour en centre-ville. Nous retrouvons Jack, le chef Rascol. Il veut nous faire la démonstration que tout peut s'acheter ici. Surtout les policiers. Va par là, va par là. Un de nos amis vient de se faire arrêter à un barrage routier car il n'a pas son permis. Vous allez voir la corruption. On va leur donner de l'argent et ils vont le relâcher. La police lui a demandé de l'argent? C'est typique. C'est comme ça en Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'en haut jusqu'en bas, ce sont tous des enfoirés de corrompus. Quelques minutes plus tard, le chef du gang arrive sur les lieux. C'est ici, garde-toi devant. L'ami de Jack, c'est l'homme au t-shirt rouge et béquille. Avant notre arrivée, il a déjà négocié avec un agent l'amende à la baisse. Au tour du chef des policiers de venir maintenant finaliser la négociation.
Bon, combien mon collègue vous a demandé? 50 €. C'est ta dernière chance. Normalement, vous devriez payer l'amende la plus élevée. Là, il vous demande 50 €. J'ai le sentiment que ce n'est rien. Oui, je sais, votre collègue m'a dit que c'était la loi. Oui, normalement, il devrait te demander 80 € en plus. Le policier les laisserait partir contre 50 €. Un pot de vin qui représente tout de même un tiers du SMIC local. Jack donne les billets à son ami. Le deal va pouvoir se conclure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que c'était bon. Ils demandaient 130 € et on a fait baisser à 50 €. On a négocié. Cette corruption chez les policiers est monnaie courante en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle s'apparente même à du racket. Port Moresby est quadrillé de checkpoints où la moindre infraction fait l'objet d'une négociation pour remplir les poches des fonctionnaires. Des policiers au parcours et à la proximité avec les voyous, parfois très étonnants. Ce sont des officiers de la police municipale. Lui, c'est Akeli Omo, un Nigérian. Mais pour les gens du quartier de Bamuru ou de Boroko, c'est un enfoiré. Lui, c'est comme mon frère. On a été en prison une fois ensemble il y a quelques années. Avant, il était très costaud, comme 5 ou 10 hommes. Maintenant, il a pris du ventre. À l'époque, il était vraiment costaud. Comme j'ai ce passé, je sais qui sont les bons et les mauvais. Du coup, je peux mieux assister les officiers. Quand il arrive quelque chose, on sait où aller parce que on sait qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait. Si un policier a des doutes, on sait comment appréhender le fautif. Ok les gars, je vais me balader. Salut. Salut. Ces policiers sont à la botte du chef Rascol. Jack ne s'attarde pas. Parfois, vous avez des informations par la police? Oui, j'ai des contacts, mais ils ne sont pas là. Oui, ils me donnent des informations, ce que je veux savoir. Parfois, ils nous aident même en nous donnant des armes. Ils vous donnent des armes? Oui, ces enfoirés sont en bas de l'échelle. Mes gars sont plus gradés qu'eux. Avec l'aide ou non de la police, pour monter ses coups, le chef de gang réunit souvent ses associés loin des regards. C'est un endroit sécurisé où on peut venir discuter de différentes choses. C'est un endroit sûr? Oui, ici c'est sûr. Ses partenaires de crime, des amis de longue date, au corps marqué par des années d'affrontements avec la police. On lui a tiré dessus 9 fois à différentes occasions. Il n'est jamais mort. C'est pour ça qu'on l'appelle bulletproof à l'épreuve des balles. J'en ai pris une première fois là, une deuxième là au M16, dans le bras, dans l'estomac. On faisait un cambriolage avec des amis. Un policier m'a tiré dessus et moi j'en ai tué 3. Ils ont tiré là, la balle est toujours là. Et vous ne voulez pas l'enlever? C'est risqué. Il pourrait couper un nerf ou quelque chose et je me retrouverais paralysé. Et donc vous la gardez? Oui. Il garde la balle. Et vous? Moi j'en ai reçu une dans les fesses. Et elle est ressortie par ma bite. Je pensais vraiment que ma bite serait perdue. Hein. Mais par chance, quand j'ai regardé en bas, tout allait bien. Face à la police toujours plus répressive, Jack monte aujourd'hui ses coups avec ses anciens rivaux. Désormais, les tontons flingueurs partagent tout, jusqu'au BT. Très prisée ici, cette plante se mâche pour ses vertus euphorisantes. Particularité, elle teint les dents en rouge. Maintenant, on s'unit. Toi, tu te charges de voler les voitures
Lui, il trouve une arme ou plusieurs. On trouve un endroit discret, on s'organise, et bam, quand c'est le bon moment, on le fait. Et tout ce qu'on a, 4 000, 5 000, 6 000 euros, on se le partage. Maintenant, quand je vois les jeunes arriver, tu fais ceci, tu fais ça, et tu ne l'ouvres pas. Le code, ce que nous appelons le code du silence. Si on réalise une opération avec succès, et que suite à son enquête, la police arrête l'un de nous, tu dois rester muet. T'as pas intérêt à donner ni son nom, ni mon nom. Non. Si tu parles et que tu donnes des informations, quand il ira en prison, ce bâtard se fera défoncer. À eux trois, ces chefs de gang ont passé près de 20 ans derrière les barreaux. Selon Jack, ils auraient dû en faire 3 fois plus s'ils n'avaient pas eu l'argent pour payer les juges. Le nouveau gouvernement, nommé l'année dernière, a promis de faire de la lutte contre la corruption sa priorité, comme tous ses prédécesseurs.